podcast. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française, France Culture, présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville. Adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Pierre Assau, Henri Poirier, Jean Péméja, les 3 officiers. Doutasek, Med Hondo, James Campbell, les 3 harponneurs, avec Hervé Denis et tout l'équipage du Pécode. À moi la pièce d'or! Réservée à moi! Moi seul pouvais lever la baleine blanche! Elle souffle! Bientôt, toutes les baleinières, sauf celle de Starbuck, furent mises à la mer. Toute voile dehors, le Pécode les suivait. Les rames pliaient sous l'effort. Tous filaient sous le vent rapidement, à toute vitesse. Silencieuses, les barques ouvraient la mer. Lentement, elles se rapprochaient de l'ennemi. À mesure, l'océan se faisait plus doux, comme s'il avait étendu devant nous un tapis sur les vagues. Comme un pré à midi, cette sérénité. À la fin, les chasseurs haletants furent tellement près de leur proie, inattentive apparemment, ne se méfiant pas, que sa bosse était tout entière visible sur la mer, comme une île perdue, avec autour d'elle un cercle d'écume très fine, floconneuse et verte. On voyait très bien les grandes rides embrouillées de son front. Pareil au mât de pavillon qu'on aurait vu dressé sur la coque peinte d'un navire d'autrefois. La hampe brisée d'une lance récente jaillissait très haute du dos de la baleine blanche. À de certains intervalles, du grand nuage ailé qui faisait comme un dais au-dessus du poisson, se détachait un oiseau qui descendait, se perchait silencieusement sur cette hampe et se balançait. Les longues plumes de sa queue flottant au vent, comme les flammes triangulaires qu'au Moyen-Âge, les chevaliers portaient au bout de leurs lances dans les tournois. Une joie délicieuse, une grande douceur qui venait de cette image de repos dans la pleine vitesse. Cette joie, cette douceur habitait la baleine quand elle glissait ainsi sur les vagues. Jupiter en taureau blanc, quand il s'enfuyait en nageant avec Europe qu'il avait enlevée, Europe cramponnée à sa corne gracieuse, et quand amoureusement il contemplait du coin de l'œil la jeune fille, avec une rapidité souple ensorcelante, ouvrant les eaux de la mer Égée, tout droit vers l'île de Crète où était préparée la couche nuptiale, non. Jupiter, le suprêmement majestueux, n'était pas alors au-dessus de la baleine blanche quand elle nageait ainsi divinement. Calme. Du calme de la séduction. C'est ainsi que tu nous as paru, ce premier jour. Alors que pourtant nous avions tous entendu parler et nous connaissions ta fausseté meurtrière. Et puis bientôt toute la partie cachée de la baleine sortit lentement de l'eau. Un instant, tout ce grand corps de marbre forma comme une arche, comme le pont naturel de Virginie. Et comme pour nous avertir, ayant agité en l'air sa queue comme des banderoles, le grand Dieu, s'étant révélé, plongea et disparut.
Planant dans le ciel, ou rasant l'eau de leurs ailes, les blancs oiseaux de mer s'attardèrent longuement sur le lieu agité de la disparition. Nous, avirons en suspens nos voiles molles. Sur nos 3 baleinières, nous flottions silencieusement dans l'attente du retour de Moby Dick. Et puis les oiseaux blancs vinrent tourner en criant au-dessus et autour du canot d'Akab. Et un peu après ça, nous vîmes au fond de l'eau une tache blanche, vivante, de la grosseur d'une belette, qui approchait, qui remontait à une allure fantastique, qui grossissait. Et enfin, quand elle se retourna, nous pûmes voir ses dents plus blanches que le blanc, car c'était elle, bouche grande ouverte, la mâchoire tordue, quand son corps se voilait encore du bleu de la mer. Maintenant, cette bouche étincelant bée comme un tombeau de marbre, tout ouvert. Akab fit virer sa barque à l'écart de cette apparition affreuse. Et se saisissant du harpon, il passa à l'avant. Moby Dick aussitôt changea de route, arrivant en tête première juste sous la barque d'Akab. La barque, chaque planche, tous les détails de la barque frémirent un instant, tandis que dessous, la baleine, couchée sur le dos à la manière d'un requin pour mordre, avec lenteur et en toute conscience, prenait dans sa bouche l'avant de la barque, si bien que la mâchoire inférieure, longue, étroite et recourbée, avançait de cette façon vers le ciel, et une dent accrocha un aviron. Le blanc bleu à l'éclat de perles de l'intérieur de la mâchoire, à quelques pouces de la tête d'Akab, lui faisait comme une auréole. Et la baleine blanche secouait entre ses mâchoires le bois fragile de la barque, comme un chat raffiné et cruel fait durer le plaisir avec la souris qu'il a prise. Les bras croisés et l'œil froid, Fedala regardait comment ça se passait. Le reste de l'équipage, cependant habituellement féroce, s'était dans le plus grand désordre réfugié à l'arrière du canot. Maintenant, tandis que les 2 plabords élastiques bougeaient énormément, et la baleine folâtrait, s'amusant très diaboliquement de la barque dès lors condamnée. Son corps était dans l'eau par-dessous, et de l'avant de la barque, on ne pouvait guère le harponner, vu que l'avant en question se trouvait en somme placé bientôt dans l'intérieur de la baleine. Et pendant ce temps, les autres baleinières, de Stubb et de Flask, bien malgré elles, ne faisaient plus rien. Et elles attendaient comme devant une catastrophe trop soudaine et trop bien partie, contre laquelle il n'y a rien à faire. C'est alors que Akab, dans sa passion, rendu furieux et mis au supplice par la proximité la plus extrême de son ennemi, c'est à ce moment-là que Akab se mit à délirer frénétiquement, et de ses mains nues, il attrapa l'os de la longue mâchoire, il secoua autant qu'il put pour lui faire lâcher prise. L'entreprise était désespérée. La mâchoire glissa. Les plabords se plièrent et furent brisés, tandis que les 2 mâchoires, comme d'énormes ciseaux qui dérapaient un peu, coupaient en 2 parties la barque, et puis se refermaient sec dans la mer, à mi-distance entre les 2 épaves. Accrochés comme ils le pouvaient à la moitié arrière de ce qui restait du canot d'Akab, les marins donnaient de grands coups de rame pour s'éloigner du monstre. Akab, qui avait tout fait pour sauver sa barque, était tombé dans l'eau de tout son long. Moby Dick s'était reculé. Maintenant, elle se tenait à une courte distance. Elle dressait au milieu des vagues sa grande tête blanche et verticale. Dans le même temps, elle faisait lentement des tours sur elle-même. Puis, reprenant sa position normale, horizontale, lorsqu'elle avait vu tout ce qu'elle voulait voir, elle se mit à circuler à toute vitesse autour de l'équipage naufragé, tournant en rond, labourant un sillage vengeur, un grand cercle d'écume. Et là, on aurait dit qu'elle se fouettait elle-même, comme pour s'engager à un nouvel assaut, mais cette fois mortel. Akab, à demi étouffé dans toute cette écume, baratté par la queue insolente, et trop estropié pour s'en sortir en nageant, Akab se maintenait à flot, même dans ce tourbillon. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et sa tête, là-dedans, était comme une bulle de savon que le premier choc va crever.
Sur la moitié avant du canot, tranquille, indifférent, Fedala regardait Akkab les bras croisés. Et les autres rescapés étaient trop occupés eux-mêmes à leur salut pour songer à celui de leur capitaine. L'aspect de la baleine blanche était effrayant. Les cercles qu'elle parcourait toujours autour de ses victimes se resserraient. Dans la baleinière de Stubb et dans celle de Flask, on attendait toujours. On craignait qu'une intervention fût le signal de la destruction et l'achèvement complet des naufragés, Akkab et les autres. Ainsi, on resta sur le bord de cet affreux théâtre, dont le centre était marqué par la tête d'Akkab. Ceux qui étaient restés sur le Pécode sous les ordres de Starbuck avaient tout vu et tout suivi depuis le début, du haut des vigies. Et maintenant, le Pécode s'approchait. Le Pécode approcha tellement près qu'Akkab, malgré les vagues qui lui coupaient la parole, put ordonner de lancer le navire sur la baleine. Et le Pécode s'élança. Et il brisa le cercle enchanté. Et ainsi il sépara la baleine blanche de ses victimes. Et elle s'en alla. Repêché par le canot de Stubb, les yeux aveugles, injectés de sang, son visage ridé tout imprégné de saumure, Akkab brusquement céda. Il s'abandonna à son corps. Il demeura couché, tout étendu au fond de la barque de Stubb, et dans l'état où serait celui sur qui aurait passé un troupeau d'éléphants. Du plus profond à l'intérieur de lui-même venaient des pleurs et des lamentations sans. Mais, reprenant ses esprits, Akkab s'inquiéta de savoir si son harpon avait été sauvé du naufrage. Et en effet, nous l'avions récupéré. Puis, s'il manquait des hommes, et il n'en manquait pas. Et enfin, il se redressa tout à fait pour voir ce qu'était devenue la baleine blanche. Et il donna l'ordre de courir à sa suite. Il est fréquent que lorsqu'une baleinière est détruite, son équipage ayant été recueilli par une autre baleinière, celle-ci continue la chasse, avec le double de rameurs. C'était ce que nous faisions maintenant. Mais la force accrue de la baleinière demeurait en dessous de la force accrue de la baleine. On aurait dit qu'elle avait triplé l'envergure de ses nageoires. Elle nageait maintenant à une vitesse telle qu'il était tout à fait clair que dans ces conditions, la poursuite de la chasse ne pouvait être que prolongée indéfiniment. Et sans aucune chance, probablement. Aucun équipage ne peut soutenir un effort pareil très longtemps. C'est le bateau lui-même maintenant, comme il arrive quelquefois, qui offrait le moyen le meilleur de continuer la chasse. Suite de quoi, les baleinières de Stubb et de Flask rallièrent le Pécode et on les suspendit à leur porte-manteau. Les 2 morceaux de la barque d'Akkab furent mis à l'abri sur le pont. Et alors, nous remontâmes le tout. Et déployant toutes ses voiles, comme les ailes de l'albatros, le Pécode fila sous le vent. Dans le sillage d'un Moby Dick. Maintenant, les hommes de vigie régulièrement signalaient les jets de la baleine, étincelants. Et quand on ne les voyait plus, Akkab, dans un panier, se faisait hisser jusqu'à son perchoir. Et c'est de cette manière que la journée s'écoula. Vers la fin du jour, Akkab remit en compétition la pièce d'or qu'il avait gagnée le matin. Elle serait à celui d'entre nous qui, le premier, verrait Moby Dick le jour de sa mise à mort. Ou, si c'était à lui que devait revenir cet honneur, il partagerait entre nous tous 10 fois sa valeur. Et il nous congédia. Et seul toute la nuit, il demeura sur le pont,
à moitié engagé dans l'écoutille, le chapeau rabattu sur son front. Et jusqu'à l'aube, il ne bougea pas, sauf de temps en temps, pour voir comment avançait la nuit. Au petit jour, 3 hommes montèrent au vigie. Ils ne virent rien. Achab fit augmenter la voix. La poursuite acharnée d'une même baleine continuait jour et nuit, plusieurs jours et plusieurs nuits de suite. Cela se fait parfois dans les mers du Sud. Car quelques grands génies naturels parmi les capitaines de Nantucket ont acquis une habileté tellement merveilleuse, et cette prescience, ou 6e sens, fruit de l'expérience, et enfin une confiance en soi à ce point faillible, que de la simple observation de la baleine au moment où elle disparaît, ils peuvent, sous certaines conditions météorologiques s'entend, prévoir précisément la direction que la baleine suivra un certain temps hors de la vue de ses poursuivants et sa vitesse. Si bien que pour cet exceptionnel chasseur, ce qui s'écrit sur l'eau n'a plus cette fugacité proverbiale, tout au contraire. Cela qui s'est écrit sur l'eau est aussi sûr, à peu près, que ce qui est tracé sur le sol le plus ferme. Le Pécode fonçait en avant. Il laissait sur la mer comme un sillon. Comme un obus mal pointé à la façon d'un soc de charrue ouvre et retourne la terre dans un champ. Toutes nos individualités, le courage, la peur, toutes les variations de l'animal humain s'étaient fondues en une seule personne, morale, toutes dirigées vers ce seul but fatal que son seigneur et maître, Achab, avait décidé. À moins d'1 mille en avant du Pécode, Moby Dick nous apparut. D'abord, quelques-uns d'entre nous avaient cru voir quelque chose, très loin, et ils avaient crié, et Achab aussitôt s'était fait hisser à son perchoir. Ce n'était pas ça. Mais presque aussitôt, lui, Achab, au contraire, et cette fois encore le premier, avait vu Moby Dick en réalité, par l'avant du Pécode. À moins d'1 mille de nous. Oui, par bravade, fantastique. Moby Dick sous nos yeux, comme fait le saumon. Moby Dick s'était élancé vers le ciel. Starbuck, comme le jour précédent, demeura sur le Pécode. Achab avait la baleinière de secours. Comme pour nous effrayer dès le commencement. Se faisant cette fois l'assaillant, Moby Dick s'était retourné. Et elle arrivait sur les 3 équipages. La baleinière d'Achab se trouvait au milieu, entre la baleinière de Stubb et celle de Flask. Achab, encourageant ses hommes, leur avait dit qu'il voulait qu'on prît la baleine à la tête, c'est-à-dire qu'il fallait aller tout droit à son front. Ce qui se fait quelquefois. Car alors, à partir d'un certain moment, quand on est suffisamment proche de la baleine, on échappe à son regard latéral. Mais bien avant qu'Achab eût atteint cette limite, quand la baleine blanche voyait tout à la fois, et très bien, les 3 baleinières, comme les 3 mâts du Pécode, brutalement, elle accéléra. Et en somme, instantanément, elle se rua sur les baleinières, la gueule toute ouverte, avec ses mâchoires, et donnant avec sa queue des coups de fouet partout, livrant de tous côtés combat. Chaque baleinière lui planta dans le corps un harpon. Mais elle ne s'en soucia pas. Elle paraissait intéressée seulement à anéantir chacune des planches dont chaque calotte était faite. Adroitement manœuvrées, tournoyant sans cesse comme des chevaux bien dressés sur le champ de bataille, les barques esquivaient les assauts de Moby Dick, quelquefois de l'épaisseur d'une planche. Et le cri de guerre d'Achab, inhumain, couvrait le cri. Mais à la fin, avec ces évolutions compliquées, la baleine blanche croisa et recroisa et de 1000 manières enchevêtra les 3 lignes des harpons qu'elle avait dans le corps.
si bien qu'elle se faisait de plus en plus courte. Et ainsi chaque baleinière se rapprochait sans cesse du fer qu'elle avait planté dans Moby Dick, insensiblement. Un instant, Moby Dick s'écarta un peu, comme pour se préparer à un assaut plus terrible que le précédent. Akab donna de la ligne, et puis rapidement il la ramena en secouant dans l'espoir de la libérer de l'embrouillamini général. Quand, oui, arriva quelque chose de plus terrifiant que les dents du requin. Oui, toute mêlée et tordue, tire-bouchonnée dans le labyrinthe de la ligne. Des harpons et des lances. Décrochés du corps où ils tenaient certains depuis des années avec leurs barbes hérissées et leurs pointes, tombèrent comme l'éclair, tout dégoûtant, sur les plabords de la baleinière d'Akab. Et on n'avait pas le choix. Prenant le couteau de la barque, Akab dangereusement atteignit l'acier en mouvement. Il tira à lui la ligne et il la passa à l'homme qui était à l'avant du canot. Puis par deux fois, il coupa le filin. Et il jeta à la mer le fagot d'acier. Et ce fut fini. Mais au même moment, la baleine blanche se rua sur ce qui restait de l'emmêlement des lignes. C'est-à-dire qu'elle amenait à elle les baleinières de Stubb et de Flask vers sa queue. Et elle les frappa toutes deux à la fois, et on aurait dit 2 coquilles de noix prises dans le ressac sur une plage battue par le vent. Et alors, tout s'enfonça dans la mer, tout disparut dans le maelstrom bouillonnant, sur quoi, un instant, dansèrent en rond quelques planches de cèdre, bois parfumé, comme la noix de muscade sur un bol de punch bien fouetté. Tandis que les hommes des 2 baleinières de Stubb et de Flask tournaient dans l'eau, attrapant tout ce qu'ils pouvaient, les caisses tournoyantes et les avirons et tout ce qui flottait, que le petit Flask sautait de travers sur les vagues comme une bouteille vide, jetant ses jambes en l'air à chaque fois que les requins l'approchaient de trop près, que Stubb, de son côté, à grands cris, ne cessant pas de plaisanter, réclamait qu'on va le ramasser à la cuillère, que débarrassé maintenant de sa ligne, Akab pouvait songer à venir et entrer dans tout ce saccage écumeux et sauver ce qui pouvait l'être dans ce millier de dangers simultanés. À ce moment-là, la baleinière tout à fait intacte du vieillard parut tirée vers le ciel par des fils invisibles. Quand, pareil à une flèche, sortant de l'eau à la verticale, la baleine blanche donna du front sur le fond de la barque et envoya celle-ci faire des tours sur elle-même en l'air, complètement retournée. Et Akab et ses hommes, quand elle retomba sur l'eau, sortirent de là-dessous plutôt difficilement un peu, comme des phoques s'échappent d'un trou envahi par la mer. Moby Dick, elle, se retrouva par hasard tout près de ce mal qu'elle avait fait. Elle nous tournait le dos. Elle restait là. Elle agitait sa queue à droite et à gauche, et dès qu'elle touchait quelque chose, n'importe quoi, un morceau de rame ou un bout de planche, tout ce qui restait des canottes, alors elle tapait dessus. Mais bientôt, elle enfonça son front plissé dans l'océan, et traînant après elle les lignes embrouillées, elle reprit sa course sur le vent. Comme le premier jour, le Pécode, attentif, ce second jour de la chasse, avait tout vu. Et il vint porter secours aux vaincus. Mettant une barque à la mer, il recueillit les marins, les caisses, les rames, et tout ce qu'il put prendre et ramasser. Et tout cela fut déposé sur le pont. Épaules, poignets et chevilles foulées, contusions, lances et harpons tordus, fouillis inextricables des filins, rames et planches fracassées, tel était le bilan. Mais pas d'accident mortel, ni seulement rien de grave n'était arrivé à personne. Comme Fedallah le jour précédent, Akab fut recueilli sur l'avant de sa baleinière, qui n'avait pas coulé, ce qui était en somme une situation confortable. Il n'était pas aussi épuisé que la veille. Et pourtant, quand il fut hissé sur le pont, alors tout le monde le regarda. Parce qu'il ne tenait pas debout tout seul. Il s'appuyait à l'épaule de Starbuck, qui le premier lui avait porté secours. Parce que sa jambe d'ivoire avait été brisée, il n'en restait qu'un moignon tranchant. Plus tard, on s'aperçut que Fedallah manquait. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Mais Akab se rappelait sa prophétie, selon laquelle Fedallah partirait le premier, montrant son chemin à Akab, mais lui apparaissant avant sa mort à lui, Akab. Et quand la nuit tomba, on voyait toujours la baleine du côté sous le vent. Et ce soir-là encore, on diminua la voile. Et tout se passa comme la nuit précédente, excepté le bruit des marteaux et des meules qu'on entendit presque jusqu'au lever du jour.
car à la lumière des lanternes, nous mettions en état les baleinières de secours et nous aiguisions de nouvelles armes pour le lendemain. Le charpentier fit à Achab une autre jambe avec la quille brisée de sa baleinière naufragée. Comme la nuit précédente, Achab se tint immobile dans l'écoutille. Il regardait à l'est. Il attendait la première lueur du soleil. Et le matin de ce 3e jour de la chasse commença. Beau et frais. Et une nouvelle fois, le solitaire veilleur de nuit de la tête du Grand Mât laissa la place à nous tous, les guetteurs du plein jour, partout d'où l'on pouvait voir. Mais on ne voyait pas Moby Dick. Et Achab donna simplement l'ordre de continuer toujours dans la même direction. À midi, la baleine blanche était toujours invisible. Et Achab, songeant que pendant la nuit, les lignes et les harpons qu'elle avait sur le dos avaient dû ralentir sa course, imagina que nous l'avions laissée derrière nous, et que c'était elle, en somme, maintenant qui nous poursuivait. Et il fit faire demi-tour au Pécode. Alors, élevant quasiment arrière, le Pécode fouetta la crème de son propre sillage. Achab se fit monter par le panier accoutumé à son perchoir. Et passa une heure entière sans rien, comme de l'or battu en dehors de l'histoire. Mais à la fin, à 3 points au vent, Achab découvrit le jet de la baleine blanche. Et aussitôt après, les vigies lancèrent le signal comme 3 langues de feu. Achab, à travers le ciel bleu, fut descendu sur le pont. Les baleinières furent mises à la mer. Achab, avant de partir, parla avec Starbuck. Et ensuite, des requins suivaient et accompagnaient le canot d'Achab. Les baleinières n'étaient pas bien loin que les vigies du Pécode, par un geste du bras, plongeant, signalaient à Achab, à Stubb et à Flask que Moby Dick avait plongé. Mais Achab voulait se trouver tout près d'elle quand elle reparaîtrait. Il continua son chemin de biais par rapport au Pécode. Puis brusquement, l'eau tout autour, lentement, enfla. Puis elle se souleva et s'ouvrit, comme quand un iceberg revient à la surface. Un grondement sourd fut entendu, une sorte de bourdonnement comme souterrain. Et Achab donna l'ordre de l'attaque. Et les 3 baleinières partirent à l'assaut. Mais rendu folle par les harpons de la veille qui lui corrodaient la chair, Moby Dick se précipita sur les baleinières, cognant en même temps de tous côtés avec sa queue. Et cette fois encore, elle les sépara, et elle fit voler au diable les lances et les harpons des canottes à demi défoncées de Stubb et de Flask, ne touchant presque pas la barque d'Achab. Tandis que les harponneurs bouchaient les trous, la baleine s'éloigna. Et se retournant, elle revint, et nous montrant le flanc qu'elle nous avait jusqu'alors caché. Là, quelqu'un, ce fut Achab, cria. Tout ficelé sur le dos du poisson, garrotté dans les lignes que pendant toute la nuit la baleine avait embobinées, se trouvait attaché le corps 1000 fois déchiré de Fedallah. Il était encore habillé de son vêtement noir, tout en lambeaux. Ses yeux regardaient Achab. Et Achab voyait la prophétie, comme elle commençait de se réaliser. Moby Dick maintenant s'en allait en emportant le cadavre qu'elle nous avait fait voir. Elle allait très vite et s'appliquait seulement à disparaître en droite ligne, selon sa route sur l'océan. Stubb, Flask et leurs équipages gagnèrent le pont du Pécode avec tout leur matériel endommagé pour le réparer. Achab, solitaire, à l'aviron et à la voile,
partit du côté sous le vent. Quand il passa tout près du Pécode, et ceux du navire voyaient très bien ceux de la barque, et ceux de la barque très bien ceux du navire, quand il passa, Achab dit à Starbuck de virer de bord et le suivre lentement. Queequeg, Tashtego, Daggoo étaient montés chacun en haut d'un mât. Les hommes de Stubb et de Flask arrangeaient leurs canottes à grands coups de marteau. Stubb et Flask, sur le pont, s'occupaient d'un tas de harpons et de lances de rechange. C'est ce que virent Achab et ses hommes quand ils passaient le long du Pécode. Et les grands coups de marteau étaient pour Achab comme un clou qu'on lui aurait enfoncé dans le cœur. Le drapeau du grand mât était parti. Et Achab, avant de s'éloigner, cria à Tashtego d'en mettre un autre à la place. Cependant, fatigué peut-être par ces 3 journées de bataille et de calopade, ou encore freiné par son colis macabre, ou bien par ruse et méchanceté, en tout cas, la baleine blanche se laissait rejoindre. Et d'ailleurs, au départ, elle n'avait eu qu'une petite avance, tandis que la baleinière d'Achab glissait sur les vagues comme le jour précédent. Elle avait son escorte de requins. Il ne la lâchait pas, et il mordait dans les avirons et les grignotait sans cesse. Puis, pour finir, quand la baleinière rattrapa Moby Dick et qu'elle se glissait sur son flanc, alors il parut qu'elle, la baleine, oubliait véritablement d'avancer. Cela arrive à la baleine. Et Achab fut en plein dans les vapeurs et les brumes qui, s'échappant à jet quasiment continu, environnaient toujours sa bosse himalayenne. Presque, il aurait pu la toucher, quand, plié en arrière, les 2 bras levés, là, de toute sa force, il lança le harpon, le plus sauvagement qu'il put, avec en plus la plus forte des malédictions. Et tout ça, le harpon et la malédiction, s'enfoncèrent dans la bête comme sucés par un marécage. Et Moby Dick se tordit de douleur. Elle roula son flanc contre le flanc de la barque dans des spasmes. Puis, sans y faire aucun mal, elle retourna aux 3/4 la barque, soudainement. Et 3 hommes tombèrent à l'eau. Les 2 premiers purent se retenir au plat-bord, et quand une vague arriva, ils remontèrent dans la barque. Le 3e, porté en arrière et laissé sans secours, se maintenait pourtant à la surface. Alors, sans transition, tout d'un coup, à pleine vitesse, instantanément, la baleine blanche s'élança sur la mer remuée. Et la ligne qui tenait bon à la barque cassa. Et la barque, un instant entraînée, frappa, en tombant, la mer dans un bruit énorme. Et à ce bruit, la baleine se retourna, et aux abois, elle présenta son front blanc. Et elle vit la coque noire du Pécode qui se rapprochait. Peut-être, voyant en lui la source et l'origine de toutes ces misères, ou peut-être, le considérant comme un ennemi plus grand et plus noble, elle se lança au-devant de la proue avec des grands coups de mâchoire dans l'écume. La barque d'Achab vola à la suite de la baleine blanche contre les vagues. Mais l'étrave, qui tout à l'heure avait été endommagée, se brisa. Et aussitôt la barque fut à moitié noyée, et les hommes d'Achab s'efforçaient de retirer toute cette eau qui leur montait à mi-corps. Sur le Pécode, tout en haut du Pécode, à la tête du grand mât, Tashtego, qui selon l'ordre d'Achab y clouait un grand chiffon rouge, Tashtego resta le marteau levé. Et drapé dans l'étoffe, c'était comme son cœur qui flottait sur lui. Et en même temps que Tashtego, Starbuck et Stubb, qui se tenaient sur le beaupré, virent le monstre. Et quand ils l'aperçurent, les hommes qui, à l'avant du navire, réparaient leurs canottes, demeurèrent pétrifiés, avec dans les mains des marteaux, des planches, des lances et des harpons, dans l'attitude où ils avaient été surpris. Et tous, ils regardaient la baleine, n'y croyant pas.
la baleine qui remuait la tête d'un côté et de l'autre, faisant devant elle rouler en demi-cercle l'écume. Le châtiment, la vengeance, l'éternelle méchanceté, elle était cela. Et l'homme ne pouvait rien contre elle. Et son front blanc, pareil à un bélier, frappa le Péquod par la joue de tribord, à l'avant. Et les hommes et leurs accessoires dégringolaient par terre. En haut des mâts, durement secoués, les harponneurs entendirent l'eau qui s'engouffrait dans la cale comme un torrent de montagne. Et ainsi, le Péquod devenait le corbillard en bois d'Amérique, annoncé par Fedallah à Achab. Et la baleine plongea sous le navire. Et puis, elle reparut de l'autre côté. Et elle demeura immobile, tout près de la barque d'Achab. Achab, en parlant, lança le harpon. La baleine prit sa course. La ligne se coinça. Achab voulut la libérer. Mais la ligne, en se déroulant, le prit au cou. Et Achab, étranglé, muet, fut enlevé de sa barque. Comme avant lui l'avait été Fedallah. Ensuite, l'équipage d'Achab, au travers d'un nuage, vit disparaître le Péquod, comme dans les fumées de la fée Morgane. Il n'y eut plus, au-dessus de l'eau, que la tête des mâts, où se tenaient toujours, par sens de la parade, ou du devoir, ou par décret du destin, les harponneurs païens qui n'abandonnaient pas leur poste de vigie. Et maintenant, un gouffre était ouvert où s'engloutissait le Péquod et de grands cercles concentriques y ramenaient tout ce qui était resté en surface, hommes et choses, et même la barque d'Achab, avec son équipage. Et tout disparut. Il ne resta rien. Quand il n'y avait plus au-dessus des flots que la grande étoffe rouge qui flottait au vent, ironiquement, alors le bras de Tachetego sortait de l'eau, et il clouait toujours avec son marteau au grand mât le drapeau, et un faucon de mer qui, depuis les étoiles, son habituel séjour, avait suivi le naufrage, descendit donner des coups de bec à l'étoffe flottante. Or il se trouva pris entre le bois et le marteau, et Tachetego, quand il mourait, le retint sous son marteau, prisonnier. Et ainsi la créature céleste avec ses cris archangéliques et son bec impérial levé, captif du drapeau d'Achab, fut noyé avec le navire, lequel, comme Satan, ne voulait pas sombrer dans l'enfer sans arracher du ciel un morceau vivant pour s'en coiffer. Maintenant, deux petits oiseaux volaient en criant au-dessus du gouffre, pas encore refermé. Une triste écume blanche battait ses bords escarpés, Et tout s'effondra. Le grand linceul de la mer recommença de rouler, comme il roulait il y a 5 ans. Maintenant, de petits oiseaux volaient, de petits oiseaux volaient au-dessus du gouffre, pas encore refermé. Une triste écume blanche battait ses bords escarpés, Et tout s'effondra. Le grand linceul de la mer recommença de rouler, Et comme il voici roulait il y a 5 je me suis échappé.
pour venir te le dire, pour venir te le dire. Et moi seul me suis échappé, mais qui vit pour venir te le dire. Oui. Il y eut un survivant. Le drame est achevé. Mais qui vient? Oui. Il y eut un survivant au naufrage. Par hasard, après la disparition de Fedala, le deuxième jour de la chasse, je fus celui que le destin mit à sa place dans la baleinière d'Aka. Et encore, le troisième jour, l'un de ces trois qui furent jetés par-dessus bord de sa barque, et celui des trois qui fut laissé à l'arrière. De cette façon, me maintenant sur l'eau, un peu loin de la scène qui suivit, et que je voyais tout entière. Quand à la fin, à mon tour, le gouffre presque refermé déjà, où le Pécode avait été englouti, m'attira dans son tourbillon. Lentement. C'était devenu comme un étang, plein de crème. En tournant, j'approchais sans cesse de la bulle noire qui était au centre, comme l'axe de cette grande roue qui tournait lentement. Et la bulle noire éclata juste quand j'y arrivais. Alors, brusquement libéré, léger comme il était, le cercueil boué de sauvetage jaillit hors de l'eau. Il retomba et il resta à flot, tout près de moi. Porté par le cercueil vide de Queequeg. Tout le jour et une nuit entière, je flottais comme ça, sur l'océan très doux comme un chant funèbre. Les requins inoffensifs glissaient tout contre moi avec des cadenas sur la bouche. Les faucons de mer naviguaient bec fermé au-dessus de moi. Le second jour, une voile parut, de plus en plus proche. Et je fus sauvé. C'était la Rachel, si vous vous souvenez, qui recherchait toujours ses enfants perdus et trouva seulement un orphelin. Fini. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française, France Culture, vous ont présenté en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation en 15 épisodes de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Les 4 marins, Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel et Julien Guillaumard. Les 3 officiers du Pécode, Starbuck Pierre Assau, Stubb Henri Poirier, Flasque Jean Péméja. Les 3 harponneurs, Queequeg Doutasek, Tashtego Medhondo et Daggoo James Campbell. Le prédicateur Robert Murzeau, Monsieur Peleg Géo Valéry,
Monsieur Bilbade, Marcel Lestan. Élie, Jean Mauvais. Pipe, Mabou Solo. Le charpentier, Lucien Frégis. Le vieux marin de l'île de Man, Nicolas Amato. Fedala, Boukhada Bouchma. À la manœuvre, Jean Péméja et Hervé Denis. Réalisation René Jantet. L'équipage, Clément Béram, Pierre Decazes, Claude Botéac, Yves Pénaud, Jean Reville, Henri Djanik, Bruno Balpe, Pierre Leproux, Hans Werner, Vanton, Jacques Provin, Henri Gilabert, Claude Brosset, Philippe Moreau, Fred Fischer, Hortins Bastos, Léon Spiegelman et Théo Légitimus. Mais j'ai bien vu que ce n'est que charité. All away, car c'est une dame de qualité. All away, old fellow away. C'est la fille. Improvisation musicale de Louis Diliès, avec Jacqueline Borot, harpe, Pierre Thibault, trompette, Manuel Récassens, violoncelle, à la percussion Louis Diliès, à l'orgue Olivier Bernard. Musique symphonique de Philippe Besmans, enregistré dans les studios de la RTB. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Jean-Paul Papeau. Conseiller technique pour la navigation à voile Armel d'Ast-sur-Couf. Matelot, mon cœur est embrumé. All away, old fellow away. Buvons quand même à sa beauté. All away, old fellow away. Je n'étale plus, je vais tout larguer. All away, old fellow away. Hisse le grand phoque, tout est payé.